Merci à Mireille et à Blandine d'avoir organisé ce moment. Et je commence simplement déjà par excuser Sophie Arnay qui a préparé la présentation avec nous, mais qui malheureusement avait cours. Donc, elle n'a pas pu se libérer, mais naturellement, elle est avec nous au moins par la pensée. Et donc, pour vous parler de ce dossier qui est sur la régulation des Creative Commons scientifiques, je souhaitais simplement déjà, pour commencer, j'en profite pour remercier officiellement un certain nombre de personnes qui nous ont aidés à lancer cette thématique en 2018, donc au sein du laboratoire Le Beta. Et on a un certain nombre de partenaires, dont le RRI, qui a contribué au développement de cette thématique avec un thème qui est assez similaire à celui qu'on a développé dans le numéro spécial, avec cette idée comme vous le voyez à travers l'image et cette toile de Paul Gauguin sur d'où venons-nous, que devons-nous et où allons-nous. Et on a eu l'occasion de développer cette thématique avec Sophie Arnay en particulier à l'époque, et auquel on a ensuite associé Patrick qui travaille sur en particulier les connaissances. Et on a souhaité réfléchir sur comment on pouvait créer des connaissances et en tout cas, comment on pouvait développer ces connaissances en économie et en gestion avec la protection des Creative Commons. Et en particulier, c'était le souhait de Sophie de travailler sur la question de la régulation de ces Creative Commons scientifiques. Et donc, le projet initial était simplement de s'interroger sur quels allaient être les droits de propriété intellectuelle qui étaient les plus pertinents lorsqu'on créait des connaissances entre différents partenaires, et notamment des partenaires qui pouvaient être les chercheurs, nous, et aussi les entreprises, et comment on pouvait tout simplement pouvoir bénéficier de la connaissance qui allait être diffusée par la suite. Et donc, on s'est inscrit dans la tradition des communs d'Ostrom, et ce qui a donné lieu à ce numéro spécial. Et donc, tout cela pour expliquer qu'on s'est interrogé sur ces questions de droit de propriété, et sur notamment le fait qu'on ne voit plus les droits de propriété comme un tout homogène, mais comme étant une approche distribuée de ces droits de propriété, et les Creative Commons sont emblématiques à cet égard. Et c'est la raison pour laquelle on a lancé ce projet. Et je vais laisser la parole maintenant à Patrick pour nous expliquer de manière un petit peu plus fine quelles ont été les différentes étapes de ce que l'on entend par les communs. Patrick, tu me dis quand je dois passer les slides. Oui, c'est bon. Merci, bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier mes deux complices, Bérangère et Sophie. Elles ont été incroyables dans cette aventure. Et puis aussi, on a beaucoup bénéficié de l'aide de tout le groupe d'innovation, de Blandine, de Thierry et de Mireille. Donc, c'est vraiment, justement, c'est un commons, ce numéro-là. Très rapidement, les commons, c'est beaucoup de choses. C'est évidemment l'environnement, les forêts, c'est l'espace urbain, c'est aussi les logiciels libres, c'est aussi la connaissance, c'est aussi les connaissances scientifiques. Et tous ces biens ont en commun les choses suivantes. C'est d'abord, ce sont des ressources en accès partagé. Sur ces biens, on va essayer de mettre en quelque sorte, de concevoir un système de droits et d'obligations élaboré par une communauté qui va essayer de justement justifier les droits d'accès et de prélèvement sur ces ressources, et d'établir un mode de gouvernance qui va y assurer à long terme la reproduction de la ressource. Alors, ce qui est évidemment intéressant dans les communs, c'est premièrement ce que vient de dire Bérangère, c'est le fait de mettre en quelque sorte en opposition le droit de propriété vu comme exclusion vis-à-vis, cette fois-ci, d'un droit de propriété qui serait beaucoup plus vu comme une inclusion des différentes parties prenantes. L'autre intérêt de la notion de commun, c'est un concept totalement pluridisciplinaire. Il est à la convergence, évidemment, de l'économie, sur la nature des ressources, sur la politique qu'on va mettre en place. Il est évidemment à l'intersection du droit, où on va définir des règles d'accès et les reconcevoir. Et puis, bien entendu, il est à l'intersection de la gestion, puisqu'on va s'intéresser au mode de gouvernance de la ressource. Donc, évidemment, un concept qui est passionnant. Suivant pour Bérangère. Le premier commun, c'est évidemment celui qui a permis à Ostrom de faire une percée remarquable, d'obtenir le prix Nobel, c'est l'étude des communs fonciers. En réponse, vous le savez, donc à la tragédie des communs, cette idée que quand il y a un commun de type foncier comme les pêches, les pâturages, les forêts, l'intérêt privé, l'utilisation privée des utilisateurs va faire en sorte que le commun est appelé, grosso modo, à disparaître et à dégénérer. Et donc, il faut une propriété qui soit publique ou privée pour régler ce commun.
Et Ostrom va réagir, d'où d'ailleurs évidemment le titre un peu de l'ouvrage, de ce numéro spécial, qui est La revanche des communs, va réagir très fortement à cette vision d'imposer une propriété soit privée ou soit publique comme seule manière de résoudre le commun foncier, en montrant que des assemblages en fait, de mécanismes de gouvernance entre les citoyens, les habitants, les gens qui habitent, les voisins, les résidents autour de cette commune pour régler le commun, vont permettre par des mécanismes de gouvernance community-based en fait, de régler le droit d'accès, de prélèvement et la préservation de la ressource. Ensuite, alors deuxièmement, une fois qu'elle a évidemment, comment dire, vraiment réagi d'une manière très forte à cette conception des économies fondée sur la tragédie des communs, en montrant la solution communautaire, ce qui va être intéressant chez Ostrom, c'est qu'elle va s'intéresser à d'autres sortes de communs, et le prochain commun sur lequel elle va travailler, un peu d'ailleurs avant son décès. Bérangère, si tu peux passer au suivant. Sont les communs de connaissances qui évidemment nous intéressent fondamentalement ici. Ces communs de connaissances, contrairement aux biens fonciers, sont des biens qui ont des caractéristiques différentes. Ce sont des biens qui sont non rivaux. Ce sont des biens qui sont non locaux. Ils ouvrent évidemment par Internet en particulier la possibilité d'accès universel. Et la notion de gouvernance sur ces biens va être intéressante. Ce n'est pas tellement pour préserver quelque chose, c'est au contraire pour enrichir et additionner à la connaissance que l'on va ouvrir évidemment ce commun à d'autres parties. À nouveau, cette vision est en réaction très forte, violente, avec cette idée d'une extension de plus en plus forte des droits de propriété depuis les années 70. On peut penser au Beddle Act, on peut penser à toutes les extensions des droits d'auteur, etc. Donc, à nouveau, il y a comment dire, une réaction, une revanche en quelque sorte des communs qui est portée en avant par Ostrom, avec un certain nombre évidemment de cas emblématiques et de refonder évidemment l'open science. Et les cas emblématiques que nous connaissons tous, c'est dans les communs numériques, le cas de Wikipédia, et dans les communs de connaissances, la notion de Creative Commons, très important, dont on va parler tout à l'heure, et dont Julien nous donnera un petit peu les tenants et aboutissants. Peut-être suivant, Bérangère. Oui, alors juste... Oui, pardon, vas-y. Peut-être pour terminer très rapidement, ce qui est intéressant dans le numéro spécial que l'on a mis en place, c'est que pratiquement tous les auteurs ont dit mais on ne peut pas s'arrêter là. C'est-à-dire oui, il y a les communs d'innovation qui ouvrent des perspectives très intéressantes, mais de plus en plus aussi se décide une autre forme de commun, qui sont les communs d'innovation dont les tenants aujourd'hui sont plutôt des gens comme Allen et Potts, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Et dans ces communs d'innovation, ce qui est en cause, c'est la mise en commun donc, de ressources qui sont partiellement rivales. Par exemple, ces ressources peuvent être des droits de propriété qu'on va se partager avec des co-brevets, des co-licences, etc. Ce sont des ressources qui sont dynamiques, accessibles, qu'on va donc permettre à d'autres de les utiliser. Le temps d'arriver en quelque sorte à l'innovation, c'est-à-dire ce qui est intéressant dans ces communs-là, c'est son caractère temporaire, et qu'une fois que l'innovation va prendre place, une fois que le projet est décidé, alors le commun va pouvoir s'arrêter. Avec quelque chose qui est très intéressant, c'est que tous ces communs, qui sont des assemblages donc, de mécanismes de gouvernance, une fois qu'on s'arrête, ils restent dans ce que nous, on appelle avec Laurent le creative slack, c'est-à-dire ils vont permettre à un écosystème qui est très riche en innovation de bénéficier d'un creative slack sur lequel d'autres communs pourront être reproduits. Donc là, la notion de régénération à long terme de ces mêmes ressources est, à notre avis essentielle. Voilà un petit peu le paysage sur lequel on a travaillé, puis je laisse peut-être maintenant Bérangère terminer sur ce... Oui. Alors, juste peut-être pour revenir sur un instant sur les Creative Commons en tant que tel, on a eu la chance, lors déjà de la manifestation de 2018, mais aussi dans le cadre du numéro, de rencontrer donc une directrice de recherche qui s'appelle Danielle Boursier, pour ceux qui peut-être sont intéressés sur la partie Creative Commons France,
qui est donc une chercheure en droit et qui est donc cofondatrice et responsable scientifique de Creative Commons France. Et à cet égard, elle nous a donné une interview et il y avait certaines idées que j'aurais juste voulu pointer du doigt avant de dire 2-3 mots après sur le numéro. Elle nous invite, notamment dans son interview, à vraiment se dire qu'il faut repenser le rôle respectif des acteurs privés de l'État et de la société dans la construction de ces communs. Alors, je le dis parce que Julien va revenir un peu sur certaines points à cet égard. Et puis, un point qu'il me semble vraiment intéressant à souligner, c'est que selon elle et son expérience qu'elle peut avoir à l'international, mais aussi en France, c'est que c'est finalement une véritable manière d'être dans une… Les communs sont une école démocratique pour apprendre à re-questionner ensemble cette question de la propriété intellectuelle et ça nous invite très clairement à sortir de la pensée existante et de réinventer des points de vue nouveaux, ce qui nécessite, ce qui pour nous est très important aussi d'avoir une posture un peu plus créative et de sortir de ces sentiers battus. Juste pour terminer, ce que je vois que Blandine est en train de me faire comprendre qu'il faut que j'accélère. Non, ça va. Donc, juste pour présenter les articles, alors on a demandé donc à Julien Pénin de revenir sur son propos qui se veut un peu poil à gratter, comme vous allez l'entendre, et on trouvait que c'était très intéressant justement de l'écouter, puisqu'il va remettre en question un certain nombre de points et qui nous semblait vraiment intéressant à mettre en exergue lors de ce webinaire. Et puis, donc, je le laisserai s'exprimer juste après. Enfin, nous le laisserons s'exprimer. Et puis, donc, il y a trois autres articles donc de Paraponaris, Rohr, qui parlent plus exactement des communautés épistémiques qui sont sous-jacentes au commun et de voir comment on peut les réinventer, comme l'indique leur titre, par des conventions et des imaginaires linguistiques. On a aussi l'article de Julien et Roudot qui vraiment se focalise plus précisément sur les communs numériques de connaissances. Il est vraiment aussi passionnant leur article pour mettre en évidence des exemples très précis d'étudier qui sont les logiciels libres, Wikipédia et GeoRéseau. Et puis, on a aussi l'article de Jaël Béchi qui va mettre en fait en application le cadre analytique IAD, donc Institutional Analysis Development Framework, qui va vraiment s'intéresser à la publication scientifique. Donc, c'est vraiment une thématique qui nous intéresse, nous, en tant que chercheurs. Et puis, on a aussi demandé à Benjamin Coria de pouvoir s'exprimer sur la question. Il nous semblait important d'avoir le point de vue de ce grand chercheur sur la question des communs et notamment de pouvoir imaginer qu'est-ce que l'on pourrait peut-être avoir comme thématique de recherche, mais aussi des réflexions plus empiriques sur la régulation de ces Creative Commons scientifiques. Voilà, donc ça, c'est les articles que l'on a et qui sont présentés dans le dossier. Et juste pour là terminer, pourquoi il nous semble que c'est vraiment un sujet d'actualité. Évidemment, on n'avait pas du tout prévu tout ce qui se passe en 2018, on n'a pas du tout prévu ce qui se passe à l'heure actuelle. Pour autant, il y a une vraie question qui se pose qui concerne la question des vaccins, par exemple pour la Covid-19. Et là, la question des brevets et des démarches que l'on peut avoir sur les anticommuns vraiment questionne beaucoup l'avancée de la science et le développement de ce vaccin en particulier, ou de ces vaccins, s'il en faut plusieurs. Ça, c'est un premier de nos questionnements, c'est finalement en quoi le travail qu'on a pu faire et la question de la régulation peut venir impacter le sujet de préoccupation qu'on a à l'heure actuelle. Le deuxième point qui nous semblait intéressant peut-être à mettre en évidence, c'est qu'on encourage de plus en plus les communautés scientifiques à travailler ensemble, et pourtant elles sont très différentes, ne serait-ce que si on fait ce distinguo de SHS et sciences dures, donc sciences humaines et sociales d'une part et sciences dures d'autre part, et donc de s'interroger sur comment on fait finalement pour faire travailler ces sous-communautés, sachant qu'on n'a pas du tout forcément la même vision du partage des connaissances et est-ce que finalement on pourrait imaginer même un modèle de gouvernance qui soit généralisable et unique finalement pour toutes ces sous-communautés. Ça peut être un point peut-être dont on peut débattre tout à l'heure, mais je sais que Julien a aussi des avis dessus, donc peut-être que ça sera l'occasion d'en discuter. Parce qu'on a focalisé, là, comme vous le voyez sur la diapositive, sur les spécificités scientifiques, mais aussi on peut s'interroger sur l'aspect national. On n'a pas la même approche des connaissances, que ce soit aux États-Unis, par exemple, ou en Europe. On n'a pas tout à fait la même vision quand même des choses. Et puis, alors Julien, on te taquine, on t'a mis une question un petit peu par avance. Voilà, tu diras merci à Sophie. Voilà.
qui était finalement, puisque dans ton papier, tu revalorises quelque part le rôle de l'État, ou en tout cas, tu questionnes le rôle de l'État, si je veux être plus juste dans mon propos. Et donc, on se demandait comment tu te situais finalement par rapport à cette question de la gouvernance de la science, et est-ce que, enfin, comment tu te positionnes en particulier, comme je le mets comme on l'a mis sur la diapositive, sur le concept de polycentrisme multiniveau ou de nested institutions d'Ostrom, quand elle précise cela. Alors après, tu n'as peut-être pas de point de vue précis à cet égard, mais enfin voilà, en tout cas, on aurait aimé avoir ta position sur cette question de l'organisation de cette gouvernance de la science, a fortiori dans le contexte que l'on vit actuellement, qui est loin d'être simple pour personne. Voilà. Donc, on vous remercie tous déjà d'être vraiment présents et de participer à cet échange. Et puis, on va écouter évidemment avec grand intérêt le propos de Julien, et à qui on remercie encore d'avoir libéré son agenda pour présenter son papier. Voilà. Merci. Je vais arrêter de partager mon écran pour que merci Julien Bérengère et Patrick. Je vais donc laisser la parole à Julien. Et Julien, 25, max 30 minutes. Max 30. Alors attends, déjà, je vais essayer de lancer le partage d'écran. Ce sera déjà une bonne chose de faite. Alors. On va réserver les questions qui, au vu de la première présentation, risquent d'être nombreuses et passionnantes, mais après la présentation de Julien. Super. Alors normalement, vous devez tous avoir l'écran partagé à partir de maintenant. Je vais essayer de garder un œil aussi sur le chat. Hein. C'est ce que j'essaye de faire avec les étudiants. Donc, si jamais vous avez des questions, des points d'éclaircissement, le plus simple, c'est peut-être d'essayer de passer par le chat, sinon on risque de ne pas s'en sortir. Je sais qu'avec les étudiants, on se fait la réflexion avec un très grand nombre de collègues qui enseignent en ligne. On a l'impression d'avoir plus d'interactivité, plus de questions via le chat que parfois quand on est en présentiel en cours. Je sais que les étudiants aiment beaucoup poser des questions par le chat, donc surtout ne vous retenez pas. Alors, je peux aussi t'aider juste s'il y a des questions pour le chat, je peux t'aider après à te les… Super, ouais, bah écoute, on peut se répartir les tâches aussi. Merci Mireille. Merci. Merci à Bérengère et Patrick pour vos questions. Quand j'ai ouvert, Bérengère a eu la sympathie de m'envoyer sa diapositive ce matin. Donc quand j'ai ouvert ces slides et que j'ai vu la dernière question en buvant mon café, ça m'a fait mal à la tête, rien qu'en relisant la dernière phrase que j'ai dû relire plusieurs fois avant de comprendre. Donc je ne sais pas si j'y répondrai dans mon intervention, mais on pourra en discuter. En tous les cas, j'imagine, comme nous tous, ça me fait très plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'ai une pensée, notamment, on aurait dû organiser une grande conférence innovation à Strasbourg en juin, hein, la conférence RRI. Et, on attendait beaucoup de monde. Finalement, évidemment, ça n'a pas pu se faire. Donc, ça me fait chaud au cœur, en tout cas, d'être avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas… oui, Thierry rappelle, hein, 145 papiers, 145 présentations étaient prévues à cette conférence. Hein, donc, ça devait vraiment… Alors, j'espère que ce n'est que partie remise. Donc, je vais pas parler exactement de… Alors, ça ne va pas être complètement déconnecté de l'article, mais en fait, mon propos, je vais essayer d'être toujours un petit peu… provocateur, hein, et puis surtout essayer de profiter de cette présentation pour aligner un certain nombre d'idées qui me semblent intéressantes à évoquer. Et donc, je vais pas rester strictement dans le cadre de l'article, même si évidemment, on va toujours parler de gouvernance du commun scientifique et notamment de ses relations avec, en particulier avec le marché, hein, puisque moi, c'est essentiellement ça qui m'intéresse, hein, c'est les relations entre science et marché, science et industrie. Alors, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est vraiment, on va essentiellement évoquer deux choses. Il y a deux questions qui me titillent depuis quelques temps. On sait quelque part, si on analyse l'histoire de la science, hein, donc l'histoire de ce qu'on pourrait appeler la communauté scientifique, le commun scientifique ouvert, on a une manière de voir les choses, ça pourrait être de présenter ça comme étant une longue quête vers l'indépendance et l'autonomie, notamment l'autonomie par rapport à un contrôle financier, un contrôle moral,
un contrôle étatique, hiérarchique. Donc, on a une quête vers l'autonomie. Et donc, une première question que je me pose, c'est est-ce qu'un commun scientifique ouvert qui serait parfaitement autonome vis-à-vis de l'État, mais notamment ce qu'on va évoquer aujourd'hui, vis-à-vis du marché, est-ce que ça a un sens? Est-ce que cette autonomie ou cette quête d'autonomie, cette volonté de protéger quelque part la science du marché, est-ce que ça a un sens? Et notamment, je vais essayer d'évoquer un certain nombre d'arguments pour montrer les limites de cette idée et pour montrer que, bien évidemment, ça n'a pas tellement de sens si cette logique est poussée à l'extrême et qu'il faut qu'il y ait des interactions entre science et industrie, entre science et marché. Ça me semble absolument inévitable. Et donc, si on est d'accord avec ce premier postulat, l'idée de dire qu'il faut des interactions, évidemment, la deuxième question tombe sous le sens, c'est quelles doivent être ces modalités d'interaction, quelles sont les meilleures interfaces que l'on peut établir entre science et industrie, entre science et marché. Je pense que c'est ça. Alors là, j'ai clairement pas de réponse, mais je pense que ça doit être ça la vraie question. J'ai l'impression parfois, alors si je revisite en caricaturant un petit peu les débats, j'ai l'impression qu'on a parfois, comme souvent, des débats trop binaires, où on va vous dire soit il faut ouvrir complètement la science vers le marché, soit au contraire, il faut complètement protéger la science du marché. Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'est clairement quelles doivent être les modalités d'interaction, les interfaces envisageables qui doivent être contextualisées. Il n'y a évidemment pas de one size fits all. Il faut contextualiser ça. Et je pense que c'est ça une des questions qui doit nous occuper dans les prochains temps. Alors, voilà, donc ça, c'est les deux choses que j'ai envie d'évoquer avec vous cet après-midi. Donc, si je commence par essayer de préciser ma vision des choses, de quoi on parle quand on parle d'un commun scientifique ouvert, moi, je pense, comme l'a évoqué Patrick, qu'on est en plein dans, effectivement, la théorie des communs de connaissances, des communs d'information à la Ostrom. Et en fait, ce qu'on appelle la communauté scientifique, le commun scientifique, finalement, c'est un ensemble de règles, un ensemble de normes qui sont explicites, qui sont implicites, et dont le but, finalement, est d'assurer la production et la diffusion le plus rapidement possible de connaissances fondamentales. Ça, c'est très important de ne pas perdre de vue cet objectif. L'objectif, c'est de faire de la science, donc c'est de produire des connaissances fondamentales qui sont fiables. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de mécanismes de validation par les pairs, etc. Donc ça, c'est le fonctionnement du commun scientifique. On a un ensemble de règles, un ensemble de normes sur lesquelles je vais revenir très rapidement, mais que vous connaissez bien, qui ont comme objectif de garantir la production, la diffusion de connaissances fondamentales fiables. Et donc, l'idée, on a cette idée sur laquelle je reviendrai rapidement, on a cette idée de deux mondes complémentaires, mais deux mondes assez disjoints, mais complémentaires, avec d'un côté la science, le commun scientifique, et d'un autre côté le marché, l'industrie, et on a une forme de division du travail avec l'objectif de la science, c'est de mettre à disposition des connaissances fondamentales fiables que l'industrie va pouvoir réutiliser. Et donc, de mon point de vue, on a bien cette idée de commun qui est quelque chose de différent à la fois de la hiérarchie pure. Dans la science, il n'y a pas de relation hiérarchique comme dans une entreprise, et ça n'est pas exactement non plus le marché, il n'y a pas de système de prix. On a une organisation communautaire qui est basée sur un certain nombre de normes et de règles qu'on va expliciter. Alors, Dimitri, dans le chat, Dimitri évoque la question de la frontière. Je vais pas y répondre tout de suite, je vais un peu éluder ta question parce que justement, c'est des choses sur lesquelles je vais essayer de revenir. Et notamment, une des questions que je vais essayer d'évoquer, c'est justement la question de la frontière entre la science et le marché. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Alors, ça, c'est ma vision donc, du commun scientifique. Le point de départ, si on fait un peu d'histoire, et je sais que c'est important toujours de mettre des dates, et on aime bien dater les choses, et Patrick a évoqué le Bédolacte, et j'y reviendrai aussi tout à l'heure, parce que c'est vrai que c'est aussi une manière, on aime bien segmenter l'histoire, donc c'est important de mettre des dates.
Le point de départ, quelque part, un point de départ qui est très souvent retenu dans la littérature, c'est évidemment l'après-Seconde Guerre mondiale, le rapport Bush qui a énormément marqué les choses. Et ce qu'on va trouver dans le rapport Bush, je ne vais pas revenir sur le contexte, l'objectif, parce qu'il y a clairement un objectif politique derrière le rapport Bush, mais je vais pas, on n'a pas le temps de revenir là-dessus. Mais en fait, dans ce rapport, on va trouver deux postulats fondamentaux qui vont fonder ce qu'on appelle quelque part le modèle linéaire d'innovation et qui vont fonder cette dichotomie et cette frontière qui est clairement imperméable entre science et industrie. Alors, le premier postulat que vous trouvez dans le rapport Bush, c'est le point de départ de l'innovation, le point de départ de toute forme d'innovation, c'est la recherche fondamentale. On est en plein dans un modèle linéaire. L'innovation de demain dépend de la recherche fondamentale d'aujourd'hui et d'hier. Et donc, évidemment, si vous voulez innover, il faut investir dans la recherche fondamentale. Donc, ça, c'est clairement le premier postulat. Le deuxième postulat, qui lui est quelque part encore plus engageant, c'est que Bush déclare clairement une incompatibilité entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Pour Bush, c'est clairement deux types de recherche qui sont incompatibles. On ne peut pas faire en un même lieu, en un même endroit, de la bonne recherche fondamentale et de la bonne recherche appliquée. Il y a un certain nombre de citations dans le rapport. J'en évoque une. Applied research invariably drives out pure. Il y a d'ailleurs l'utilisation du terme recherche pure pour parler de recherche fondamentale est tout à fait parlante. Il y aurait la recherche pure, c'est la recherche fondamentale, et la recherche impure, c'est la recherche appliquée. Donc, les mots ne sont pas neutres ici. Mais en tout cas, il y a une incompatibilité entre les deux. Et donc, ce qui va découler évidemment de cette vision des choses, c'est l'idée qu'il faut protéger. Il faut protéger le commun scientifique, il faut protéger la recherche scientifique du monde, du marché, du monde économique, de l'industrie. Et donc, il y a cette idée qu'on doit avoir un commun scientifique qui est très largement autonome, qui doit avoir une très forte autonomie, évidemment, par rapport à l'État. Alors, ça, par rapport aux politiques, donc ça, ce n'est pas des choses que je vais évoquer aujourd'hui, mais il y aurait énormément de choses à dire. Donc, évidemment, indépendance par rapport à un contrôle moral, par rapport à un contrôle hiérarchique, mais surtout aussi indépendance par rapport au marché. Il y a vraiment cette idée qu'il faut protéger la pureté de la recherche fondamentale, du marché, de l'économie, et donc il faut distinguer les deux. Donc ça, c'est le point de départ. Et donc, on va mettre en place un certain nombre de règles qui vont permettre un fonctionnement relativement autonome de ce commun scientifique. Alors, ces règles-là, les normes, je vais revenir très très rapidement, parce que là, c'est des choses, alors non seulement ce n'est pas moi l'expert, mais en plus, c'est des choses assez connues. Donc, c'est les normes, l'éthos de la science, comme le disait Merton, on les connaît. C'est des normes on va dire, de communalisme, d'universalisme, de désintéressement, d'originalité, de scepticisme organisé, le fameux kudos de Zeeman. Ce qu'il faut retenir, et c'est ça le point qui me semble important, c'est que ces normes, ce n'est pas des partis pris naïfs sur des comportements humains. On n'est pas en train de dire que tous les chercheurs sont désintéressés, sont forcément ouverts, etc. Donc, il y a pas, ces normes-là, ça ne découle pas d'un parti pris quelque part sur le comportement des chercheurs, mais en fait, on va mettre en place un ensemble de règles, on va mettre en place un ensemble de principes et de règles de fonctionnement qui vont garantir le respect de ces normes-là. Clairement, la norme de désintéressement, par exemple, on n'est pas en train de dire que tous les chercheurs sont désintéressés, vraisemblablement, ce n'est pas le cas, mais dans le commun scientifique, dans le fonctionnement de la science, on a mis en place un certain nombre de règles, notamment des règles de rémunération, de récompense, ça va au-delà de la rémunération. On a mis un certain nombre de règles sur la manière de récompenser les scientifiques, la motivation intrinsèque, la réputation, un salaire qui est largement déconnecté de la performance à court terme. Donc, on a mis un certain nombre de règles qui vont essayer de garantir une forme de désintéressement. Donc, on n'est pas quelque part dans un jugement naïf. On a des normes qui elles-mêmes sont basées sur un certain nombre de principes, d'axiomes,
que j'évoque ici, principe d'indépendance, principe de rémunération, principe de priorité, principe de validation par les pairs, sont censés garantir quelque part le respect de ces normes-là. Okay, alors, on pourra revenir là-dessus pendant la discussion. Je passe assez vite parce que ce n'est pas forcément les choses les plus… on a un temps limité, puis ce n'est pas le cœur de mon propos cet après-midi. Et donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que finalement, on a réussi à construire, en tout cas dans l'image théorique que l'on donne, hein, ce modèle linéaire, on a réussi à construire quelque part un commun scientifique qui fonctionne de manière très différente, très complémentaire et très autonome du reste de l'économie et notamment du marché. Vous avez ici le résumé dans ce tableau, vous avez le résumé d'un certain nombre de règles. Donc, on a un commun qui est envisagé de manière très largement autonome du marché. Ça, c'est vraiment comme ça qu'on a envisagé les choses, au moins jusqu'à il y a quelques décennies. Et c'est là où je pense qu'il faut vraiment commencer à s'interroger. Donc ça, c'est le point de départ, c'est le constat que je fais en fait de mon interprétation, de mes lectures du modèle linéaire. Donc c'est vraiment ma manière de me représenter ce qu'on a appelé le modèle linéaire d'innovation. Et par rapport à ça, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a… Donc la première question que je vais évoquer, c'est clairement, est-ce que cette volonté d'indépendance, d'autonomie, en tout cas par rapport au marché, est-ce qu'elle peut être poussée à son extrême? Est-ce qu'elle est cohérente? Et je pense qu'on a un certain nombre d'arguments qui laissent penser que clairement non. Clairement non, je pense qu'envisager un commun scientifique qui serait très largement autonome du marché, on a au moins 3 arguments, hein, c'est les 3 arguments que j'évoque dans cette diapositive, on a au moins 3 arguments qui en tout cas me laissent penser que ce serait absurde d'envisager un commun scientifique qui serait complètement autonome du marché et de l'industrie. Alors, c'est quoi ces 3 remises en cause qui ouvrent la porte quelque part à un retour du marché? Pardon. Donc, on a un certain nombre… Alors, la première remise en cause, elle vient très, très clairement donc, des débats qu'on a eu aux États-Unis fin des années 70, début des années 80, le fameux Bayh-Dole Act. On a également, c'est venu toutes les questions liées à la valorisation, rendre la science, la recherche utile, hein, les lois sur la valorisation, l'entrepreneuriat, le transfert de technologie qu'on a eu dans tous les pays développés depuis une quarantaine d'années. Le point de départ, quelque part, le point de départ théorique de toute cette littérature, c'est la question de la maturité et donc par symétrie de la nature embryonnaire des recherches fondamentales. Les universités, la recherche publique va produire des recherches fondamentales. Ces connaissances fondamentales sont très éloignées du marché, elles sont très embryonnaires et donc quelque part on va créer, en ayant 2 mondes qui sont disjoints, en ayant 2 mondes séparés, on va créer une forme de vallée de la mort que les connaissances, les recherches fondamentales n'arriveront pas à franchir, et donc on aurait une forme de gaspillage. On a une forme de gaspillage, hein, c'est les inventions embryonnaires étant trop éloignées du marché, le plus souvent, elles vont rester sur les étagères des laboratoires, elles ne vont jamais arriver au marché, elles ne vont jamais être valorisées. Et ça, c'est la porte ouverte à nouveau à cette énorme littérature sur le transfert de technologie, la valorisation. On a mis en place tout un nombre de dispositifs pour essayer de mieux transférer, de rendre la recherche utile, de valoriser la recherche. Donc ça, c'est un premier point de départ. Hein. Les inventions étant embryonnaires, il faut mettre en place des dispositifs pour mieux les valoriser. Sinon c'est du gaspillage, on va les perdre. Et donc, quelque part, on a une énorme littérature aujourd'hui sur ce qu'on peut appeler l'entrepreneuriat académique, hein, le transfert de technologie entre universités et entreprises, avec la mise en place d'un certain nombre de structures d'accompagnement, les SATT en France, hein, qui vont s'occuper du transfert de technologie, du licensing, des incubateurs qui vont s'occuper de l'entrepreneuriat académique, la fameuse 3e mission des chercheurs, hein, tout ça c'est archi connu. Le point qui me semble important à retenir ici, c'est que dans cette littérature-là, on a un vrai focus sur l'output de la recherche, pas tellement sur le processus d'innovation en lui-même.
on va surtout se concentrer sur l'output, sur la valorisation. Et donc, on va se concentrer beaucoup, par exemple, sur le brevet. On va se concentrer beaucoup sur la création d'entreprises. Mais on va clairement négliger à nouveau les questions d'interactivité, les questions d'interface, d'interaction entre science et industrie. Donc, on est quelque part toujours, de mon point de vue, ma manière d'interpréter les choses, c'est qu'on est toujours quelque part dans une logique assez linéaire, avec finalement assez peu d'interaction et une logique qui est clairement orientée output, brevet. Alors, dans le modèle linéaire, on parle de publication. Maintenant, on va parler de brevet, on va parler de spin-off, on va parler d'entreprise, création d'entreprise, mais on est toujours dans cette logique finalement assez linéaire. Et donc, ça m'amène aux deux autres remises en question de l'indépendance du commun scientifique, qui là, pour le coup, me semble bien plus fondamentale. Première remise en cause, évidemment, alors à nouveau, c'est quelque chose que nous, on connaît depuis très longtemps. Ça fait 40 ans qu'on a de la littérature là-dessus. Ça fait 40 ans qu'on a des gens qui ont écrit sur le modèle de triple hélice, sur le modèle interactif d'innovation, Klein et Rosenberg au milieu des années 80. Le Gibbon, c'est le mode 2, l'innovation ouverte, etc. C'est des choses sur lesquelles on est tous ultra familiers. Mais quelque part, il y a une véritable incohérence, de mon point de vue, de dire l'innovation, c'est un processus interactif, c'est ouvert, il faut que tout le monde interagisse, et d'un autre côté, de dire il faut complètement préserver, il faut que la science soit préservée et ait aussi peu d'interaction possible avec le marché. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. À un moment donné, si on accepte le fait qu'on a un processus qui est très largement interactif, qu'il faut échanger, qu'il faut interagir, évidemment, il faut que la science interagisse au maximum avec le marché, avec l'industrie. C'est la logique de toute cette littérature qui est largement validée aujourd'hui, qui dit que l'innovation passe par des interactions, et donc il faut interagir. Il n'y a pas de sens à vouloir surprotéger quelque part la science de l'industrie. Toute la nuance va être évidemment, toute la nuance et toute la difficulté va être dans le type d'interaction, dans la nature des interactions, bien sûr. C'est là où j'ai beaucoup moins de choses à dire. Mais en tout cas, à nouveau, il me semble compliqué de maintenir un discours qui dit il faut préserver l'autonomie de la science dans un monde qui est interactif, ouvert, etc. Et la troisième critique qui me semble également très fondamentale, c'est une critique qui a été très largement reprise avec la métaphore du cadran de Pasteur, et j'encourage la lecture de l'ouvrage de Stokes en 1997, qui est un ouvrage extrêmement stimulant, où Stokes clairement vous dit, si vous regardez les exemples historiques, on a une multitude d'exemples. La recherche de Pasteur est le symbole le plus connu. On a une multitude d'exemples d'un enrichissement mutuel entre recherche fondamentale et recherche appliquée, entre ce que Stokes appelle la recherche qui est inspirée par des considerations of use, des considérations d'utilité pratique, on pourrait dire de la recherche plus appliquée, et de la recherche qui est plus motivée par la quest of understanding, donc une volonté de compréhension globale abstraite des phénomènes qui s'approche plus de la recherche fondamentale. L'exemple de Stokes, l'exemple de Pasteur montre que finalement, il y a un véritable enrichissement, entre les deux. Et donc, à nouveau, à partir du moment où il y a des possibilités d'enrichissement entre recherche fondamentale et recherche appliquée, intellectuellement, ça n'a pas de sens de vouloir complètement séparer les deux. À nouveau, ça aussi, je pense que c'est un argument très, très fort pour favoriser les interactions, les échanges entre la science et l'industrie, puisqu'il y a cette idée clairement d'enrichissement mutuel. Donc là, on a, au-delà de cette discussion, et je pense à nouveau que la discussion sur la valorisation a fait beaucoup de mal quelque part au débat aux interactions science-industrie, parce qu'il y a eu beaucoup, et notamment il y a beaucoup d'incompréhension sur le terme valorisation, qu'est-ce que ça signifie, etc. Donc, en fait, on ne devrait pas forcément se focaliser sur ces questions de valorisation, de brevets, de création d'entreprise, de spin-off, etc. Mais à nouveau, revenir aux modalités d'interaction, aux modalités d'interface entre les deux. C'est ça qui me semble le plus important. Et à nouveau, le point de départ, ça doit être, on ne peut pas systématiquement vouloir opposer
sciences et industrie, il faut accepter le fait qu'il doit y avoir des interactions entre les deux. Et donc, à nouveau, la vraie question, c'est quel type d'interaction, quel type d'interface. Alors ça, c'est le premier point vraiment qui me tenait à cœur, hein. Vraiment dire qu'à un moment donné, il faut accepter le fait qu'il doit y avoir des interactions entre sciences et industrie. Ça, j'ai envie de dire, c'était la partie facile. La partie difficile maintenant, c'est quel type d'interaction. Quel type d'interaction, quelles doivent être les meilleures interfaces possibles entre sciences et industrie. Et c'est là, évidemment, où on n'a pas encore de réponse. On a un certain nombre d'exemples qui, je pense, doivent être inspirants. Je vais en donner au moins un, voire deux. Donc, on a un certain nombre d'exemples qui sont inspirants, mais on n'a évidemment pas encore de théorie complète par rapport à ça. Mais donc, à nouveau, la vraie question, c'est quelles interfaces mettre en place entre sciences et industrie, et notamment comment créer, alors là, je n'ai pas trouvé de meilleur terme, mais comment créer des structures d'intermédiation qui soient des structures qui valorisent activement les connaissances, qui soient des structures de transfert qui sont vivantes. Alors, pourquoi j'utilise ce terme actif et vivant? Parce qu'à nouveau, j'ai le sentiment que dans toute cette littérature sur, excusez-moi, je vais un peu trop loin, dans toute cette littérature sur le transfert de technologie, l'entrepreneuriat académique, on a des intermédiaires qui ont été mis en place. Il y a énormément de structures d'accompagnement, de structures de valorisation qui ont été mises en place dans tous les pays. La France est une bonne élève. On a, comme d'habitude, on a empilé les structures. On a créé des SAIC, des SATT, des incubateurs, etc. Mais finalement, ces structures, à nouveau, sont des structures relativement passives. Ce n'est pas des structures vraiment interactives. Ce n'est pas des structures où on va vraiment faciliter et favoriser les interactions. C'est vraiment des structures linéaires, étape par étape, step by step. Et donc, on a des relations qui sont finalement très peu vivantes, très peu interactives. Et donc, là, le propos ici, c'est vraiment de dire comment créer des structures d'intermédiation qui soient beaucoup plus interactives, beaucoup plus vivantes. Et on est en plein, si on regarde un petit peu la littérature récente sur les intermédiaires de l'innovation ouverte, les écosystèmes, les espaces créatifs, etc. On est en plein dans cette idée. On est en plein dans cette idée. Et une des pistes que je vous propose, et alors là, on est vraiment dans une phase de brainstorming, je n'ai absolument pas de résultats à vous. Oui, les Living Labs, exactement. Donc, on est une des pistes qui nous est venue avec des collègues de Lille, et ça ne surprendra pas du tout Patrick, c'est de mobiliser le concept aujourd'hui bien connu, bien retenu, évidemment, de middle ground. À ma connaissance, il y a très peu, voire pas du tout de littérature aujourd'hui qui essaye de mixer ces deux types de littérature. D'un côté, la littérature sur les relations université-entreprise, sciences-industrie. D'un côté, la littérature sur les espaces créatifs, le middle ground. Il me semble, vu l'objectif d'essayer d'interfacer au mieux sciences et industrie, il me semble que le concept de middle ground peut être un concept extrêmement prometteur, puisque c'est exactement ce à quoi on a affaire. On a affaire quelque part à un underground créatif qui serait les chercheurs, des relations informelles, une population très créative, et d'un autre côté, on a un upper ground beaucoup plus structuré économiquement en tout cas, c'est l'industrie. Et donc, entre les deux, on aurait besoin d'une interface. On aurait besoin d'une interface vivante, et pour moi, c'est exactement ce que représente le middle ground. C'est une interface qui est active, qui est vivante, qui va vivre à travers des événements, vivre à travers des projets donnés. Donc, on a en plein cette notion d'interactivité. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut essayer. Il faut essayer de réfléchir à ça. Il faut essayer de réfléchir à quel middle ground on doit mettre en place pour faciliter, interfacer au mieux la science et l'industrie. Et donc finalement, je vais simplement terminer par deux exemples qui vont essayer d'aller dans ce sens-là. Premier exemple, c'est ce qu'on a pu faire avec des co-auteurs, Pierre-Jean Barlatier et Eleni Giannopoulou, tout un travail sur les Research and Technology Organization, les fameux RTO. De mon point de vue et de ce que je viens de dire, ces fameux RTO, clairement, ça
ça peut s'apparenter à une forme de middle ground. Ça peut s'apparenter à une forme de middle ground. Le RTO, c'est tout à fait différent du TTO, d'une SAT, d'un SAIC. Les RTO, c'est vraiment des organismes de recherche, mais c'est des organismes de recherche intermédiaires entre la science et l'industrie. Et on a pu montrer, alors les exemples d'RTO, c'est à nouveau, c'est le Fraunhofer en Allemagne, le LIST au Luxembourg où travaillait Pierre-Jean. On en a dans un certain nombre de pays, mais c'est très clairement des institutions de recherche intermédiaires. C'est de l'intermédiation active, vivante entre la science et le marché. Et nous, ce qu'on a pu montrer, notamment avec Pierre-Jean et Hélénie, c'est qu'effectivement, ces RTO-là n'avaient pas les mêmes conséquences en matière d'innovation que des organismes de transfert, des sociétés de transfert de technologie classiques. Si on regarde l'impact sur les entreprises, il est différent. On a des systèmes de transfert qui sont différents, qui ont des mécanismes différents et donc qui ont des résultats différents. Ça me semble extrêmement intéressant à approfondir. On est en plein dans cette idée d'intermédiation active, de middle ground. Et enfin, dernier exemple, alors là, je vais l'évoquer très très vite parce que je ne suis pas compétent, mais il me semble aussi que c'est l'idée quelque part derrière les pôles de compétitivité. Alors ça marche plus ou moins bien selon les régions, mais c'est l'idée derrière les pôles de compétitivité de finalement interfacer la science et l'industrie en créant des événements, des projets quelque part du middle ground. Ok, alors on va laisser, il y a beaucoup de questions sur le chat, je suis désolé, j'ai été un peu débordé par le chat. Donc, on va prendre un peu de temps pour répondre à toutes ces questions. Je vais simplement conclure en essayant de rappeler donc, les deux messages que j'ai essayé de faire passer dans cette présentation. Premier message, clairement, on peut voir l'histoire de la science quelque part. On peut voir ça comme étant une très longue quête vers une recherche d'indépendance et d'autonomie par rapport à toute forme de contrôle. Et ce que j'ai essayé de relativiser, j'ai vraiment essayé de relativiser ça aujourd'hui en expliquant que je pense qu'une science déconnectée du marché, de l'industrie, mais également de la société, comme l'écrit Dimitri, la science citoyenne, on est en plein dans l'ère du temps. Donc une science complètement déconnectée, je pense que ça n'a pas de sens. Donc il faut évidemment qu'il y ait des interactions. Et donc la vraie question, c'est quelles sont les meilleures interfaces à mettre en place. Et de ce point de vue-là, ce qu'on va essayer d'explorer, donc à nouveau avec des collègues à Lille, c'est clairement, alors à moins que Patrick nous dise dans quelques minutes que ça n'a aucun sens et que ça n'est pas pertinent, mais je pense que clairement, cette notion de middle ground peut s'appliquer aux relations université-entreprise et peut-être nous permettre d'y voir un peu plus clair et d'envisager des dispositifs d'interfaçage qui soient performants. Voilà tout. Donc, je vais m'arrêter là. J'ai plus ou moins respecté le temps. Je crois que c'était parfait, oui. Je m'arrête et on peut passer à la discussion. Merci Julien. Peut-être qu'on pourrait laisser un petit temps de réponse à Patrick sur cette notion de middle ground et l'intérêt de ce middle ground pour analyser les relations science-industrie. Merci. Tout d'abord, j'ai toujours autant de plaisir d'écouter Julien. Ça ne s'arrête pas, donc ça ne s'arrêtera jamais, c'est bien. Juste peut-être sur le middle ground, je vais… J'ai été à très bonne école, Patrick. Oui, c'est vrai, merci. Je vais être un peu critique vis-à-vis des travaux que l'on a fait sur le sujet qu'évoque Julien. C'est sûr que le middle ground, avec cette espèce d'intermédiation effectivement entre les structures formelles de l'upper ground et informelles de l'underground, est une image métaphorique très, très, très puissante peut-être pour exprimer ce que tu cherches à exprimer. Et dans ce que tu viens de dire, tu as bien montré que les devices du middle ground, c'est de mettre en place des lieux de rencontre, de mettre en place des événements, etc. Ces devices, ces mécanismes, c'est très important, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois que ce qui est intéressant chez Ostrom et chez Potts et Allen, c'est de dire oui, il y a ça, mais il faut aussi qu'il y ait les agencements entre communautés
que les communautés prennent en charge leurs agencements. Alors, par exemple, les Creative Commons, c'en est un, pour, sur ce middle ground, être capable de créer de la valeur. Le middle ground donne la possibilité de rencontre, donne la possibilité de projet, c'est-à-dire de mécanismes d'apprentissage, mais il faut aussi, et c'est ça l'intérêt, je pense, d'Ostrom, il faut aussi que les différentes communautés établissent des agencements de management, en quelque sorte, pour être capable de construire de la valeur sur ces middle. Alors, ces agencements, je ne sais pas, bon, je cite évidemment les Creative Commons, mais ça peut être aussi construire de la légitimité entre l'industrie et les différentes parties prenantes. C'est aussi des agencements avec les utilisateurs. Tu n'as pas beaucoup parlé des utilisateurs, mais dans l'underground, il y a aussi les utilisateurs des différentes… dans les Open Labs, c'est ce qu'on voit apparaître, c'est-à-dire que les utilisateurs sont maintenant partie prenante. Et la construction de ces agencements dépasse le middle ground. Oui, il y a le middle ground, il y a ces structures, mais sur ces structures, il faut construire des agencements créateurs de valeur. Et ça, c'est intéressant et ça, c'est difficile. Mais sinon, je suis 200% d'accord avec tout ce qui a été avancé. Patrick, si je peux me permettre, du coup, quand tu parles de ces agencements, ils viennent d'où pour toi? Parce que si je reprends du coup les trois strates classiques, donc upper ground et underground, enfin middle ground et underground, est-ce que dans la logique de ces agencements, tu es plutôt sur une logique qui est descendante ou plutôt qui remonte? Parce que quand tu parles de légitimer par exemple la science et l'industrie l'une vis-à-vis de l'autre, de qui ça peut venir? Ou la question des Creative Commons, comment elle est mise en place et comment elle peut être, enfin, par qui elle peut être portée. Et là, ça fait écho à un des sujets sur lequel, Julien, j'aurais aimé que tu puisses t'exprimer, c'est le rôle de l'État dans tout ça. Quelle est sa place si on considère que l'État fait partie de l'upper ground, mais vraiment supra, on va dire ça comme ça. Quelle est cette place, enfin, qui est donc source de cet agencement et quid de la place de l'État? Je réponds très rapidement, c'est juste je n'ai pas de réponse formelle, hein, je fais des recherches là-dessus. Les agencements peuvent être soit orchestrés par le haut, soit orchestrés par l'État ou les entreprises. C'est le cas le plus simple. Mais les agencements peuvent être orchestrés aussi par le bas, par des communautés qui vont, à travers différents agencements, encore une fois, construction de la légitimité qui est très importante. Autre agencement, évidemment, c'est accès aux ressources mutuelles et partagées, vont permettre de créer à partir du bas des structures qui vont devenir des entreprises, etc. C'est-à-dire que ça se fait dans les deux sens, mais le sens le plus intéressant, c'est évidemment l'agencement construit par les communautés. Je ne sais pas, on a beaucoup travaillé, par exemple, avec Laurent et Patrick Lérena sur l'histoire de la pénicilline avec Fleming. C'est un agencement construit par le bas, c'est-à-dire que Fleming va construire par interaction avec différentes disciplines, mais aussi avec Preoral Lab, donc avec l'Upper Ground, va construire la pénicilline. Et enfin, une fois, ce qui est remarquable dans la pénicilline, c'est que le brevet arrive une fois que toute l'histoire est finie, quoi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce sont ces agencements intermédiaires qui vont créer de la valeur sur, effectivement, des plateformes qui sont des plateformes de middle ground. Mais la plateforme elle-même est très intéressante sur le plan de la représentation, mais il faut que sur cette plateforme se construisent, encore une fois, soit orchestrés par les communautés, soit orchestrés par le haut des agencements, notamment évidemment d'interaction sur l'accès aux connaissances nécessaires pour que l'innovation puisse se développer. Ok, merci. Après, il y avait, si je reprends le chat, Julien, il y avait une première série de questions qui était sur et quid de la recherche fondamentale, mais si on prend plutôt de la recherche orientée, alors c'était Dimitri, je ne sais pas si c'est orienté vers des missions ou ce qu'il avait en tête, mais aussi la recherche défiée par rapport à la nécessité d'avoir des transitions de nos systèmes vers des systèmes plus durables. Comment, enfin, je veux dire, quid de cette problématique-là sur les interactions entre sciences et société. J'ai pas du tout évoqué ces questions-là parce qu'à nouveau, c'est pas forcément moi
qui est la légitimité la plus affirmée. Hein. Donc, c'est des choses qui sont un tout petit peu traitées dans le papier. Le rôle de l'État, ça reprend aussi une question de Bérengère. Hein. Pour moi, le rôle de l'État, il va forcément être clé à deux niveaux. Il y a évidemment une question qui me semble tellement évidente qu'elle est, que je ne l'ai pas évoquée, c'est évidemment la question du financement. Par rapport à d'autres communs, hein, on a évoqué des communs informationnels, Wikipédia, des projets de logiciels libres qui peuvent être financés par des fondations parce qu'il n'y a pas des besoins de financement qui sont prohibitifs. Clairement, le financement de la recherche fondamentale, le financement du système scientifique, même si on a certains exemples de fondations qui peuvent un peu financer certains projets, mais le financement global du système, il passera toujours, enfin je vois pas en tout cas aujourd'hui en l'état des connaissances, je ne vois pas comment il ne pourrait pas ne pas passer par de l'argent public, hein, par du financement public. Donc il y a de toute façon cette question du financement qui est majeure. Et ensuite, quelque part, cette question du financement, elle va légitimer, de mon point de vue, que le citoyen et donc l'État puisse avoir son mot à dire et donc puisse évidemment financer de la recherche fondamentale ciblée sur mission pour éventuellement accélérer certaines transitions. Je sais qu'il y a des débats en sciences politiques évidemment majeurs par rapport à ça. Moi, je pense que c'est tout à fait sain de se poser la question. Ce serait presque malsain de dire à un moment donné, il faut que le commun scientifique soit complètement protégé de ces considérations-là. Non, je trouve qu'à partir du moment où, quelque part, le citoyen finance, il me semble logique, mais à nouveau, tout est dans la question des degrés et des interfaces. Mais il me semble logique qu'il y ait son mot à dire. Et une question qui était quid des mission-oriented policy ou des experimented-based policy qui sont en principe des politiques qui sont censées amener à des transitions particulières, à développer une agriculture sans pesticides, un océan sans plastique ou ce genre qui font que ça remette en cause le rôle fondamental et même de la science par rapport à des objectifs de société, c'est-à-dire qui n'est pas uniquement là pour faire de la science excellente, mais qui est là pour prôner l'excellence de la science, mais dans le but de répondre à un enjeu sociétal. Mais moi, ça ne change pas la manière de faire de la science. Non, je n'oppose pas forcément les deux. À nouveau, moi, je suis très mazzucato dans ce débat-là. Honnêtement, j'apprécie énormément ce qu'écrit depuis plusieurs années Mariana Mazzucato, et je suis assez d'accord avec elle. C'est qu'à un moment donné, on a besoin d'un État stratège, hein, quelque part. C'est ça que ça signifie. On a besoin d'un État qui définisse des grandes orientations, des missions et qui mette en place des moyens qui soient cohérents par rapport à ça. Pour moi, à nouveau, ça va forcément venir interférer avec l'autonomie de la science, hein, puisqu'à nouveau, il va y avoir des financements ciblés, des recrutements ciblés. Donc, évidemment, on n'a pas un système scientifique qui va jouir d'une autonomie absolue, mais à nouveau, ça ne me semble pas forcément malsain. Ça me semble assez logique, quoi. Après, il y a Xavier Rousseau qui m'a demandé la parole, alors je vais lui laisser la parole. Oui. Mesdames, Messieurs, en tous vos grades et qualités, d'abord, je vous remercie de cette conversation très riche. J'ai quelques questions pour préciser ce qui a été dit et quelques remarques. J'ai bien pris note et j'ai bien noté. Alors, ma question numéro 1 est dans votre discussion, dans votre réflexion, est-ce que vous avez incorporé l'analyse fondamentale de John Feynman qui considérait que l'économie n'était finalement qu'une histoire de coalition et de coopération? Je vais me permettre d'énoncer toutes mes questions et puis après mes remarques. Point numéro 2. Je vous prierai d'être court, hein, d'être assez court, merci. Oui, je vais essayer d'être très très court. Dans vos réflexions,
Est-ce que vous avez tenu compte de la courbure de la fonction de coût, sachant que peut-être, et certainement, la recherche fondamentale est produite avec un coût certain, mais avec un coût marginal nul. Et dans ces cas-là, ça nous renvoierait au aux travaux de monsieur Boiteux. Bon, point 3, mais qui a déjà été traité. Régulation et ordre spontané, recherche fondamentale. Je pense que ça a déjà été traité par notamment l'excellent discours de monsieur Julien Pénin. Point suivant, la fiabilité des connaissances. Comment va-t-on mesurer cette fiabilité? Si je sais fort bien la mesurer dans l'industrie, la fiabilité des connaissances, c'est quelque chose qui me fait problème. Point suivant, j'ai entendu parler de modèle linéaire d'innovation. J'accorde une très grande importance au mot, et le terme linéaire me fait problème, parce que l'innovation est souvent un processus de rupture, et le terme linéaire, franchement, ne me convient pas du tout. Je préférerais le terme de processus. Quant à revenir, puisque l'on a cité les travaux de M. Bush en 1945, finalement la distinction entre l'inventeur et l'innovateur, c'est rare, mais il existe des cas où cette distinction n'existe pas. On pourrait reparler de M. Nikola Tesla, et de manière plus récente, de ce qu'a fait M. Stephen Wolfram, qui a bien fait de la recherche fondamentale, qui a bien fait fortune, et qui a bien innové, puisque les travaux de M. Stephen Wolfram, qui, je répète, a fondé le logiciel Mathematica, qui est aujourd'hui implanté dans la plupart des calculatrices de nos étudiants, est véritablement une révolution et une innovation. Je vais finir, puisqu'on me demande d'être court, la géographie. Après avoir beaucoup conversé avec le professeur André Dauphiné, je constate que le territoire professionnel ne se peuple pas au hasard et qu'il existe effectivement des zones qui sont importantes. Autour de moi, je pourrais citer l'aventure du plateau de Saclay. Sur la région PACA, on pourrait citer effectivement ce qui est arrivé sur le plateau de Sophia Antipolis. Donc oui, selon effectivement les propres mots de Monsieur André Dauphiné, qui voulait décrire le phénomène par un modèle de percolation, je pense que la géographie ne doit pas être ignorée et que les innovateurs n'apparaissent pas au hasard. Je vous remercie de toute votre attention. Merci. Je ne sais pas qui veut répondre, Julien, Bérangère, Patrick. Alors juste deux remarques. Alors je ne vais pas répondre à toutes les questions, hein, on n'a pas forcément le temps, mais il y a la question, notamment la question sur le terme linéaire, hein, me semble intéressante. Elle a été reprise d'ailleurs sur le chat. Et là, je suis assez d'accord avec vous, mais c'est justement, mon propos, c'était justement de dire, alors d'un côté, effectivement, est-ce que le terme linéaire est approprié ou pas, mais en tout cas, il est évident aujourd'hui que on doit sortir de cette vision linéaire, processuelle. On est vraiment dans quelque chose qu'on doit considérer comme étant plus complexe, plus interactif, etc. Et pourquoi c'est encore important d'insister là-dessus, alors même que ça fait 40 ans qu'on en parle? Parce que quand on regarde notamment les politiques publiques autour de nous, elles sont encore très largement façonnées avec cette idée. On a évoqué dans le chat tout à l'heure la question du modèle l'échelle TRL, Technology Readiness Levels. On est en plein dans une logique linéaire et je sais que énormément de structures d'accompagnement de l'innovation résonnent encore dans ces logiques linéaires. Donc ça me semble encore important, malheureusement quelque part, au sein de nos communautés, d'insister là-dessus, qu'on est encore quelque part dans une vision, en tout cas les organisations qui accompagnent l'innovation
sont encore très largement dans une vision linéaire, ce qui est peut-être pas très satisfaisant. Deuxième point sur lequel on peut répondre, vous évoquiez le coût marginal, donc la vision de la recherche comme ayant un coût fixe extrêmement élevé, mais une fois qu'on a produit des connaissances, le coût marginal est nul. Il faut relativiser. Toutes les recherches les plus récentes, je pense aux travaux de Michel Callon dans les années 90, mais évidemment toutes les recherches sur les connaissances tacites montrent que quelque part le coût marginal il est jamais nul. Le coût marginal, le coût marginal de production d'une connaissance, il n'est pas nul. Et donc, il faut faire attention avec ce genre de choses. Voilà. Bérengère ou Patrick, vous voulez rajouter quelque chose? Moi, je voulais juste réagir peut-être sur la question que je trouvais très, très pertinente sur la fiabilité des connaissances et de la mesure. C'est un vrai sujet. Et c'est vrai que quand on est dans le monde de l'industrie, quand on veut mesurer l'output, on arrive à voir très bien que ce qu'on peut mettre, et la question des brevets le formalise de manière assez claire. Maintenant, au niveau des connaissances, c'est vrai qu'il y a plein de manières qu'on peut imaginer. Il y a des travaux récents là, qui se font notamment par des sociologues, peut-être que je n'ai pas vu en économie ou en gestion si on le faisait, mais sur le fait qu'on est peut-être amené à peut-être questionner même le processus de création de la connaissance et donc de tout même l'évaluation, enfin tout ce qui est le peer review, pour être dans une logique d'évaluation par les pairs et est-ce que la connaissance est fiable ou pas, en se disant est-ce qu'on le fait en amont ou est-ce qu'on le fait en aval de la création de la connaissance, et ce qui questionne tout le process même de la mesure de la fiabilité de la connaissance. Et je trouve, en tout cas, je trouve que la question mérite qu'on s'y intéresse de plus près, puisque effectivement, quand on est dans le monde de la recherche non pas appliquée, on n'est plus du tout sur les mêmes indicateurs de mesure, on ne mesure pas du tout la même chose. Il y a un collègue, je trouvais assez intéressant, qui prenait une image en disant quand on fait de l'innovation, et on est sur la transformation des connaissances en argent, alors que quand on est sur de la recherche pure, on transforme de l'argent en connaissances. Donc c'est vrai qu'il va falloir à un moment mesurer la création et la fiabilité de ces connaissances, et qu'il est nécessaire à un moment de trouver des indicateurs. Et ceux qu'on a utilisés, est-ce qu'ils sont les bons? J'en sais rien. Et j'allais dire que la situation dans laquelle on est actuellement, et c'est un peu le sens d'une des questions qu'on avait mises dans la diapositive tout à l'heure sur la Covid, sur la recherche que l'on a aujourd'hui des vaccins, les connaissances qui ont été créées, comment on peut s'assurer qu'elles soient fiables pour aller plus vite. Et parce qu'on sait un peu l'objectif, et Julien l'a rappelé dans son propos, c'est qu'on cherche à aller plus vite quand même pour essayer de mettre en commun et pour aller plus vite. Quelle est cette fiabilité quand on a la santé des gens et la vie des gens qui est en jeu? J'en sais pas plus que d'autres, peut-être que d'autres personnes qui nous écoutent ont des idées et des perspectives, mais je pense que c'est un vrai sujet à interroger, qui plus est à notre époque et notre mode de fonctionnement, y compris on n'en a pas parlé beaucoup, mais avec la place du numérique qui modifie complètement notre approche de la création des connaissances. Je ne sais pas s'il y a des gens et des collègues qui sont en système d'info et qui travaillent sur ces questions-là, mais on voit leur manière de procéder dans leur communauté en particulier, comment écrire des articles et comment écrire des connaissances. Il me semble que nous, on est quand même assez réactifs en management stratégique ou en éco ou en gestion, mais alors eux, ils ont une rapidité de création de connaissances et de recherche de fiabilisation de la connaissance qui est assez remarquable. Enfin, je ne sais pas si vous regardez un peu ce qui se passe sur la toile dans leurs publications et leurs revues académiques, mais c'est très intéressant aussi à investiguer comme source d'inspiration, j'allais dire. Merci. Après, il y avait, je suppose que c'est Sophie Boutillier qui avait une remarque et une question. Sophie. Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne sais pas si Oui, c'est bon, on t'entend. Alors, parce que ma caméra, il y a un truc, elle ne marche pas très bien. Alors, moi, c'est plus une remarque justement par rapport à la discussion qui a commencé sur la question justement de l'autonomie de la science. Et si Julien est remonté à la Deuxième Guerre mondiale, moi je pense que on peut aussi remonter beaucoup plus loin, hein, bien évidemment. Et je pensais à une foule de scientifiques que tout le monde connaît, comme Galilée, Newton ou Pasteur, enfin tu as cité Pasteur aussi, plus près de nous, qui en fin de compte étaient à la fois des savants, au sens science, on va dire science, recherche fondamentale,
Et puis également des gens qui non seulement ont cherché à appliquer leurs connaissances pour développer des technologies nouvelles, hein, mais également, si on prend par exemple le cas de Galilée, eh bien, il allait observer comment les choses se faisaient dans les ateliers pour comprendre des mécanismes physiques, etc., etc. Donc, moi, je pense que par rapport à ça, il y a toujours eu une interaction très grande entre la science et l'industrie qui a bien sûr évolué au cours du temps, même s'il y a eu, disons, des entreprises de récupération, notamment avec la création des académies des sciences, en gros, à partir du XVIIe siècle. Mais je pense que c'est une constante de l'histoire des sciences, même si, bien sûr, elle a pris d'autres formes à l'heure actuelle. Et puis, par rapport à cette question-là, et ce sera ma dernière, il y a un point qui n'a pas été évoqué dans la discussion, même si on a évoqué la question de l'État, c'est le rôle de la recherche militaire et de l'armée. Parce que quand on dit État, en règle, il y a donc cette recherche, disons, dans le domaine militaire, que ce soit pour fabriquer des bombes, des avions, des ordinateurs, etc. Et que la plupart des outils que nous utilisons aujourd'hui, y compris nos ordinateurs, viennent justement de la recherche militaire. Donc, une question par rapport à ça, pourquoi ne pas avoir évoqué la question de la recherche dans le domaine militaire et le rôle de l'armée, justement, et l'interaction forte avec l'État pour expliquer aussi, justement, l'impossibilité d'avoir une science autonome. Puis je ne sais pas trop ce que ça veut dire d'une certaine façon, une science autonome. Parce que la communauté scientifique, elle a aussi ses règles. Voilà, je m'arrêterai là. Non, je suis tout à fait d'accord. Je te remercie de ton intervention, Sophie. Moi, je suis complètement en phase avec ce que tu viens de dire. Je n'ai pas eu le temps de remonter plus loin à travers l'histoire, mais en rédigeant l'article, j'ai découvert des lectures, notamment de Paul David, qui sont passionnantes. Et là, je te rejoins. Évidemment, on n'a pas attendu la Deuxième Guerre mondiale et le rapport Bush. Sauf que, quelque part, je revenais sur cette date parce que c'est un symbole, quelque part. Et c'est vraiment ce qui symbolise cette volonté d'autonomie, mais qui est un mythe, qui très largement est un mythe, qui n'a jamais existé et qui, je pense, ne devra jamais exister parce que ça n'est pas souhaitable. Et puis, sur le militaire, oui, naturellement, on le sait bien et ça rejoint la discussion qu'on avait tout à l'heure sur l'état stratège, le mission oriented research, et voilà, on sait, oui, tout cela est très largement vrai. Il peut pas, en l'état actuel, il ne peut pas non plus avoir de réelle indépendance par rapport à l'État, c'est clair. Même si là, j'ai l'impression qu'on a moins d'arguments théoriques. Moi, j'essayais vraiment de rester sur les relations science-industrie parce que là, il me semblait qu'on avait des arguments théoriques un peu moins sensibles, en fait. Oui, mais d'un autre côté, justement, l'industrie, c'est quelque chose de large, et d'où aussi l'importance du secteur militaire. Bon, là aussi, tout à l'heure, on parlait de frontières, et la frontière aussi entre le civil et le militaire n'est pas toujours très nette. Et bref, il est clair que cette question-là pourrait nous amener à des débats prolongés, mais ça me semblait aussi important de le souligner, et je vois qu'on est en phase sur ce sujet. Tu sais, si tu reprends l'histoire, le rapport Bush, Bush, c'était le conseiller scientifique du président Roosevelt, et donc c'était un des pilotes du projet Manhattan, notamment. C'est pas, on est oui, voilà. Exactement. Merci. Après, si je regarde le chat, il y avait une question de Dimitri qui était: que fait-on de l'auto-organisation des parties prenantes? Si Dimitri, tu veux préciser ta question. Il n'est plus là, Dimitri? Non. Oui, non, mais bonjour à tout le monde d'abord. Ma question, on parle toujours de l'État et de l'entreprise, État, entreprise, mais il y a toute la société civile qui est au niveau de la science,
participative. J'ai donné un lien, là, il y a eu un numéro de Sciences et technologies qu'on a sorti sur ça, c'est-à-dire que les associations des chercheurs, etc., qui travaillent en parallèle ou qui, disons, font des efforts. Bon, on a parlé des Fab Labs, mais ça, c'est de la recherche appliquée, etc., mais même au niveau de la recherche fondamentale orientée, bien sûr, vers la santé, vers l'environnement, vers d'autres grandes préoccupations humanitaires. Et qu'il y ait une sorte d'auto-organisation où la définition des programmes de recherche fait en dehors des canons de l'académie. On a parlé même de la science-fiction. Il y a des tas de choses qui se font par ailleurs avant que l'entreprise ou même l'État, sous la pression politique, récupère pour les formaliser. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que les communs, avant qu'ils deviennent ils sont communs, disons, selon mon avis, hein, en dehors de l'État et de l'entreprise. Parce que l'État, c'est, disons, une organisation politique orientée aussi vers cette règle, par des règles, pour quelques règles, pour respecter quelques règles, pour réguler la société. Tandis qu'en dehors de ces organisations, il y a l'auto-organisation des chercheurs avec des ingénieurs, etc., qui ont perdu, et ça on l'a vu même dans l'histoire, ils perdent du temps pour organiser des programmes qui peuvent par la suite donner lieu à disons, à des réalisations formelles, bien formalisées ou non. C'est ça que je veux dire. Est-ce que, par exemple, on ne peut pas se pencher et réfléchir sur la création des communs. Disons, quand je parlais de la frontière d'un commun ou des communs, et à partir de quel moment cette frontière peut être définie pour qu'on puisse, nous, chercheurs en sciences économiques et en managériales, que nous puissions la définir. C'est ça, c'est tout. C'est-à-dire que cette espèce de comment ça s'appelle, chaos créatif n'est pas pris en compte dans notre réflexion. Nous aussi, on est obligé de réfléchir par rapport à nos propres règles et canons, tandis qu'il y a des choses qui se passent par ailleurs beaucoup plus importantes et qui sont parfois perdues ou jetées dans la poubelle de l'histoire, c'est-à-dire qui pourraient être valorisables pour des objectifs, bien sûr, sociétaux qui sont graves. C'est tout ce que je voulais dire. C'est juste un coup de tête ou une boutade que j'ai présenté ici. Voilà. Quelqu'un veut réagir? Moi, je veux bien réagir, Mireille, si c'est possible. Peut-être la meilleure manière de réagir, je vais vous renvoyer à un livre que je trouve absolument extraordinaire, qui est un livre d'Isaacson, qui s'appelle Les Innovateurs. Ce que fait Isaacson, c'est celui qui a écrit la biographie de Steve Jobs. Et Isaacson fait en fait, regarde l'histoire de la révolution digitale, évidemment notamment aux États-Unis, notamment en Californie. Et sa grande conclusion, c'est que toutes les innovations drastiques dans le domaine, toutes, grosso modo de Babbage jusqu'à Zuckerberg, en passant évidemment par Steve Jobs et compagnie, toutes les innovations sont nées dans l'underground, c'est-à-dire sont nées dans des communautés de techno-geeks, de fous, de déviants, etc. Et ce qui est remarquable, c'est que ces communautés-là se sont auto-organisées. Alors, il donne beaucoup d'exemples, et notamment, tout le monde sait que le Homebrew Computer Club, qui est une structure de middle ground, en quelque sorte, a joué un rôle considérable dans, justement, ce qui a permis de construire les Apple, les Hewlett-Packard, etc. de ce monde. Et donc, c'est assez remarquable. Ça correspond exactement à ce que tu essayais en train de dire. C'est-à-dire qu'effectivement, à côté des mouvements violents imposés par l'État, par les gouvernements dans le domaine, par exemple, militaire, et qui font, c'est une partie d'innovation, c'est clair. Il y a des mouvements magnifiques qui se produisent dans ce que nous, on appelle l'underground, et qui vont résulter de phénomènes d'auto-organisation et aboutir à des transformations
très, très importante. Et donc, c'est cette osmose permanente entre ce que nous on appelle l'upperground et l'underground qui crée la richesse dynamique des écosystèmes. Mais oui, l'auto-organisation, oui, heureusement, et ça existe de manière très, très, très marquée. Oui, mais excusez-moi, je vais mettre aussi en caméra parce que je suis beau aussi. Comme toi, Patrick. Je voulais aussi dire qu'il y a aussi après des mécanismes de sélection, c'est-à-dire des sélections, comment on sélectionne ce qu'on raconte là, c'est-à-dire ces innovations potentielles, ces connaissances, ces savoirs scientifiques, disons, valorisables potentiellement, comment il est sélectionné. C'est ça le processus de dire comment les communs, parce que le commun, normalement, c'est pour tout le monde, pour parler de façon pas trop académique, ça concerne tout le monde. Alors, après, les mécanismes de sélection de tout ce qui est underground sont féroces, c'est-à-dire qu'il y a des savoirs constitués, même dans les pays en développement ou ailleurs, ou peu importe, dans des sociétés, entre guillemets, parallèles, séparées, pour rejoindre l'actualité, où il y a un tas de choses qui sont, par la suite, qui peuvent être même économiquement rentables, qui ne sont pas prises en considération par la logique systémique, la logique du système de marché, d'organisation, etc. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire qu'on pouvait, par exemple, résoudre beaucoup de problèmes, par exemple sur la santé, si on prend le cas actuel, en nous, disons, si les mécanismes, si la régulation, si l'organisation sociale pouvait le permettre. Voilà. Ok, merci. Je vais donner une dernière parole à Jean-Philippe Bout. Je vous prierai de faire une question courte, une réponse, je ne sais pas qui voudra répondre courte, parce que nous sommes arrivés au terme de cette session très, très, très intéressante et stimulante. Bon, bah, bonjour à tous et à toutes. Moi, je suis ravi déjà de revoir quelques personnes que je ne vois pas régulièrement grâce au chat. Moi, je vais faire court. Julien, on s'est croisés il y a 20 minutes, donc on doit pas être très loin. Non, mais c'était une remarque parce que ça fait quelques temps moi, que je m'intéresse un peu aux travaux de Gunther Pauli sur la Blue Economy, cette économie circulaire, réelle, etc. Et son point de départ, donc lui, son idée, c'est de dire qu'il faut faire de l'entrepreneuriat solidaire, social, etc., en utilisant les déchets comme matière première d'une autre industrie. Et je me disais que le point de vue des entrepreneurs était intéressant parce que ce que dit Gunther Pauli à un moment donné, c'est qu'il y a beaucoup de freins réglementaires, législatifs qui existent quand on veut monter un projet entrepreneurial innovant. Et la solution qu'il donne, il dit il faut faire de l'expérimentation et pour faire de l'expérimentation, il faut collaborer avec les chercheurs. Et donc là, je trouve qu'il y a un lieu dynamique, en tout cas un lieu de réflexion sur l'entrepreneuriat, le lien entre entrepreneuriat, innovation, monde de la recherche, etc., qui serait intéressant de tisser parce qu'il y a vraiment des choses extraordinaires qui sont en train d'être faites en ce moment. Ils sont vraiment partis, ils ont fait un tour de France, un truc qui s'appelle Super France avec Idriss Aberkane, avec plein de projets. Et je pense que ça, c'est peut-être je dirais des échantillons à regarder pour voir un peu ce qui est fait et comment on collabore dans ce cadre-là. Et c'est vraiment une aide, du coup, pour les entrepreneurs à mener à bien leurs projets entrepreneuriaux. Une réponse? Non. Ça va un peu dans le sens de ce que disait Patrick avant. Donc, je vous remercie à tous pour vos échanges très riches. Je remercie à Patrick, Bérengère et Julien pour leurs interventions qui étaient très stimulantes. Et puis, comme Blandine a commencé vers votre protocolaire, je vais laisser à Blandine le mot de la fin. Je vais juste vous rappeler que notre prochaine rencontre, le prochain séminaire, c'est le 17 novembre, même heure, même place. Enfin, même place, vous aurez un lien spécifique et qui sera sur la propriété intellectuelle et les stratégies d'innovation. Blandine, je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup Mireille. Donc, je suis personnellement très heureuse et je pense qu'avec Mireille, on est vraiment contente
de cette session des mardis de l'innovation. Cela répond tout à fait à l'objectif qu'on avait, c'est-à-dire à la fois diffuser le contenu général par exemple ici du nouveau numéro de la revue Innovation, et puis aussi de permettre un débat que finalement peut-être les moyens techniques qui nous sont offerts aujourd'hui favorisent un débat sous de nouvelles formes, avec des chats, avec des questions. Et j'avoue que là, ce séminaire est vraiment très intéressant dans la mesure où je crois qu'il touche aux racines de ce que l'on souhaite faire au sein du réseau de recherche sur l'innovation, réfléchir justement à l'émergence de la connaissance, à comment elle se transforme, comment elle s'échange, hein, et puis comment aussi elle se transforme en innovation, non seulement technologique, mais aussi sociale, hein, avec l'objectif de répondre justement aux grands défis, aux grands changements que rencontrent nos sociétés. Donc je pense que c'est vraiment, je vous remercie tous, à la fois les participants et puis les intervenants, pour la richesse de cette conversation qui va se poursuivre hein, par le prochain séminaire, mais aussi je vous renvoie pour plus de contenu, d'éléments, de détails, revenir sur les débats qui ont été ici traités, donc au dernier numéro qui est disponible sur Kern, La revanche des communs. Donc je vous souhaite également une très bonne fin d'après-midi et je vous invite à nous rejoindre à la fois au sein du réseau de recherche sur l'innovation et puis lors de ces nouveaux séminaires. À très bientôt à tous et merci.